Merci de votre fidélité sur Radio J. Et tous les matins, un nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France. 117e épisode ce matin. Et oui, déjà avec Christophe Dard. Et pour ce nouvel épisode, Christophe, eh bien, nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous allons évoquer tout particulièrement la rafle des 20 et 21 août 1941, 11 mois avant celle du Veldiv. Après la rafle dite du billet vert, menée le 14 mai 1941 et qui a provoqué l'internement de plus de 3700 Juifs dans 2 camps du Loiret. Eh bien, cette seconde opération marque aussi l'ouverture du sinistre et tristement célèbre camp de Drancy, qui va bientôt être au cœur de la politique de déportation antisémite en France. Christophe, nous sommes, avant de parler de cette rafle du 20 août 1941, eh bien, on peut rappeler qu'à cette période, les arrestations dans les rues sont quotidiennes à Paris. Les contrôles sont multiples et il suffit d'être en infraction avec les ordonnances allemandes ou les lois françaises pour être arrêté. Oui, sachant que ordonnances allemandes et lois françaises sont déjà très nombreuses à cette période-là, donc dans la première moitié de l'année 1941, des textes innombrables, comme l'interdiction de changer de domicile, de sortir entre 20h et 6h, de fréquenter les lieux publics, ça vaut donc pour les cafés, les postes publics de téléphone, les marchés, les foires, les jardins publics, d'avoir des contacts avec le public dans son travail, de faire ses courses dans les magasins sauf entre 15h et 16h, ou encore d'avoir le téléphone, de posséder un vélo et même l'obligation de voyager que dans le dernier wagon des métros. Alors venons-en au 20 août 1941, le jour est à peine levé qu'à 5h30 du matin, 2400 policiers, des gradés, des inspecteurs de police bouclent le 11e arrondissement de Paris. À l'instigation du service des affaires juives de la Gestapo, mais sans que le gouvernement français ait été consulté ou informé, la police municipale parisienne, contrôlée par les militaires allemands, on est là en zone occupée, procède à une vague d'arrestations des hommes français ou étrangers âgés à peu près entre 15 et 50 ans. Cette opération a été décidée, écrit la presse collaborationniste, à la suite de manifestations communistes qui s'étaient produites ces temps derniers dans le 11e et auxquelles avaient pris part, comme on le sait, de très nombreux éléments juifs. Voilà donc ce qu'écrit de manière officielle la presse aux ordres nazis. Le prétexte évoqué par les nazis pour justifier cette rafle est donc de lutter contre les actions communistes. À la suite, il est vrai, au niveau du calendrier, de l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne, c'était le 22 juin 1941, donc quelques semaines avant, et d'un attentat commis contre un membre de l'armée allemande. Cette rafle surprise, il faut le préciser, contrairement à celle du 14 mai, dont vous avez parlé, celle du billet vert utilise comme prétexte un simple contrôle d'identité à la préfecture de police de Paris. On peut en fait penser que sous couvert de menaces terroristes, en fait, les nazis avaient besoin de manœuvre. Et conformément à l'ordonnance allemande du 27 septembre 1940, publiée en zone occupée, stipulant que toute personne juive devra se présenter, je cite, jusqu'au 20 octobre auprès du sous-préfet de l'arrondissement, les juifs qui étaient allés s'enregistrer au commissariat sont directement arrêtés chez eux. Ils ont le droit de prendre une couverture, des vêtements et de la nourriture. Ils ont à peine le temps toutefois de faire leur valise. Et les juifs qui étaient connus comme faisant partie des familles juives du quartier, même non répertoriées, sont également arrêtés. Les femmes, elles, sont en revanche épargnées. Tous les juifs arrêtés sont rassemblés dans divers points de regroupement, comme le gymnase Japy, ça vous dit sans doute quelque chose, puisque c'est le théâtre qui avait déjà été au cœur des arrestations 3 mois plus tôt lors de la rafle du billet vert. Alors parfois, bien sûr, ces personnes arrêtées sont dans la tenue où ils étaient au moment de leur arrestation de manière totalement rapide dans la rue, alors qu'ils faisaient une course ou qu'ils vaquaient à leurs occupations. C'est pour cela, par exemple, qu'on voit des hommes tout simplement en pyjama, d'autres en tenue de cycliste. Un témoin, Odette Bagnot, racontera des années plus tard, en 2004, le matin du 20 août 1941, je suis sortie de chez moi, 107 rue de la Charonne, pour aller pointer au bureau de chômage situé au gymnase Japy. Dans les rues, il y avait des policiers français et des Allemands en uniforme. Les passants étaient interpellés et devaient présenter leur pièce d'identité, mais on ne demandait rien aux femmes. Exactement, et elle ajoute, des policiers gardaient l'entrée de certains immeubles. Les grilles d'entrée du métro Charonne étaient fermées. J'ai remarqué que les femmes passaient librement et j'ai attendu d'être au gymnase Japy pour demander à mes voisins s'ils savaient ce qui se passait. C'était bien ce que je redoutais. On arrête les juifs, me répondit-on. Odette Bagnot, témoin de la rafle, dira encore: toutes les entrées de stations de métro entre la place de la République et la Nation avaient été fermées et les voyageurs étaient prévenus que les rames ne desservaient pas les stations intermédiaires. Les personnes
personnes arrêtées sont toutes conduites dans des autobus de la Régie des Transports parisiens, de la place Voltaire en direction du camp de Drancy, aux portes de Paris, plus précisément dans la cité de la Muette. Les premiers internés arrivent dès 7h30 du matin. Oui, c'est-à-dire à moins de 2 heures après le début effectivement des arrestations. Et il faut effectivement parler un petit peu de ce cadre, de ce qui va devenir le camp de Drancy. En fait, c'est ce qu'on appelle la cité de la Muette. Elle avait été construite au début des années 30. C'est d'ailleurs le premier exemple d'immeuble d'habitation collectif à loyer modéré en région parisienne. En fait, pour vous le décrire un peu, ça ressemble à un vaste ensemble architectural composé de tours de 15 étages, les premiers gratte-ciel de la région parisienne, un vaste bâtiment en forme de U, comme aujourd'hui on a encore effectivement en périphérie de certaines grandes villes. Cet ensemble donc de logements sociaux, mais qui sont ensuite réaffectés à la fin des années 30 pour le casernement des militaires et officiers de la Légion de gendarmerie de la région militaire de Paris. Donc il y a une vocation militaire à l'approche de la guerre, sauf que l'hiver qui précède la déclaration de guerre, donc en 1938-1939, cet hiver-là, les canalisations de chauffage central éclatent et du coup la caserne devient inutilisable. Mais elle ne le reste pas longtemps. Au début de la guerre en 1940, la caserne de Drancy est utilisée comme camp d'internement de communistes. Les Allemands utilisent ensuite ces bâtiments comme camp de passage de prisonniers de guerre. Au total, 2894 juifs sont internés sur cette seule journée du 20 août, mais ce n'est pas assez pour Theodor Danker. Alors, qui est cet homme ? Il dirige le service de contre-espionnage nazi à Paris. C'est le chef de la Gestapo dans la capitale, chargé de la question juive. Il est sous la coupe d'Adolf Eichmann, le responsable logistique de la solution finale, lui-même rattaché à Reinhard Heydrich, qui dirige l'office central de sécurité du Reich. Theodor Danker avait demandé l'arrestation de 5784 juifs selon les listes qui avaient été établies. Et Danker fait savoir qu'il en faut 1000 de plus. Du coup, la rafle est étendue le lendemain, 21 août, au 10e, 18e, 19e et 20e arrondissement. Le 22 s'ajoutent les 3e, 4e et le 12e arrondissement. Et puis le 23, les 1er, 5e, 6e, 9e, 13e et 17e. La rafle se poursuit jusqu'au 24 août. Ainsi, 1338 arrestations supplémentaires sont réalisées. Et c'est donc tout Paris qui a été concerné, surtout qu'au même moment, et ça joue forcément dans ces arrestations, dans cette répression, le 21 août, donc vous voyez au deuxième jour de la rafle, le militant communiste Pierre Georges, qu'on connaîtra mieux évidemment sous le nom de colonel Fabien, abat à la station de métro Barbès un aspirant de la marine allemande. C'est le premier attentat meurtrier contre les troupes d'occupation. Alors imaginez bien sûr le durcissement de la répression de nazis en colère, et c'est les juifs qui vont donc en faire les frais en majorité. Au total, 4232 parmi eux de diverses nationalités, dont environ 1500 Français sont arrêtés. 40 avocats du barreau de Paris figurent parmi les juifs arrêtés. Et il faut vous préciser bien sûr que dans les semaines qui suivent, les conditions de vie vont devenir insupportables à Drancy. 2 mois seulement après l'ouverture du camp, qui a donc été ouvert spécialement pour cette rafle, comme on l'a dit, on a déjà des cas de malnutrition, d'œdème, de cachexie. Et du coup, en novembre 1941, d'ailleurs à l'occasion d'une absence de Dannecker, entre 750 et 800 internés malades sont finalement libérés. Et en dépit de son importance, la rafle du 20 août 1941 à Paris reste méconnue, en raison sans doute de l'affaire des otages fusillés de Châteaubriand, Nantes et Bordeaux, survenue 2 mois plus tard, et surtout de la rafle du Veldiv, bien sûr, quelques mois plus tard, en juillet 1942. Sauf que pendant ce temps-là, évidemment, le camp de Drancy, lui, va tourner à plein, placé sous l'autorité d'un commandant nazi et sous la responsabilité du préfet de Paris, qui a sous ses ordres la gendarmerie pour la garde de camp, les services de ravitaillement de la préfecture de la Seine. Il faut savoir qu'entre 70 000 et 80 000 juifs y seront internés en 3 ans, dont 11 000 enfants, le plus jeune d'ailleurs avait 15 jours. À partir de 1942, le camp de Drancy, c'est un camp de transit et de déportation pour 63 000 internés, principalement déportés et assassinés au camp d'Auschwitz, dont 2500 seulement ont survécu. Et puis il faut savoir qu'à la libération, le camp aussi de Drancy est provisoirement utilisé comme lieu de détention de personnalités soupçonnées de collaboration, comme par exemple le dramaturge Sacha Guitry. Une partie des bâtiments sont ensuite redevenus des logements, toujours habités d'ailleurs aujourd'hui, il faut le dire, depuis 2002. Le site de Drancy est classé monument historique. Merci beaucoup Christophe pour ce nouveau numéro donc consacré à la rafle d'août 1941. À demain pour un nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France, et on reste bien sûr dans la Deuxième Guerre mondiale. On parle bien sûr de tous les événements qui ont touché les Juifs pendant cette période.